Bonsoir Madame, Monsieur, il est 19 h. Bienvenue au journal. Suite au décès survenu samedi 11 juin 2022 de l'ancien président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC Nata, Théophile Nata, une délégation de l'actuel mandature conduite par le président Rémi Prosper Moretti s'est rendue ce mercredi au domicile du défunt. Et l'objectif de cette visite était d'aller présenter les condoléances à la famille éplorée. On va suivre le point de la descente avec Aziz Adam Soulé. La pluie battante de ce mercredi n'a pas empêché la délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, conduite par son président Rémi Prosper Moretti, de se rendre au domicile du désormais feu Théophile Nata, ancien président de l'institution. La délégation est venue en ce jour témoigner les vives condoléances de la nation à la famille éplorée. Pour avoir été l'un des proches du défunt, c'est avec beaucoup d'émotion que le président de la HAC se confie à la fin de la visite. Lorsque nous avons eu la chance d'être nommé président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en 2019, nous avons fait le tour des anciens présidents. Nous sommes passés le voir et nous avons recueilli ses conseils. Et je dirais qu'il nous a beaucoup épaulés. Et il est vraiment difficile de parler du président Théophile Nata. Ce que beaucoup ne savent pas, lorsque je faisais mes premiers pas à l'université en Algérie, le président Théophile Nata était l'ambassadeur. Et c'est lui qui nous a reçus pour la première fois. Ce qui nous a touchés, il a fait le déplacement lui-même pour venir nous recevoir, pauvres étudiants que nous étions. Et nous qui devons être ventilés dans les autres localités autres que Alger, il nous a hébergés, il nous a nourris, il était à nos côtés. Vous comprenez, ce n'est pas qu'un ancien président de la HAC, mais c'est un grand frère, voire même un père pour nous. Un père, oui, il l'aura été depuis son vivant et c'est pourquoi cette visite de la HAC réconforte à plus d'un titre la famille endeuillée. Nous avons reçu une délégation de la HAC conduite par le président de l'institution pour présenter les condoléances à la famille. Nous sommes touchés par cette attention. Nous remercions l'institution pour l'égard qui a été fait à la famille. Après la signature du cahier de condoléances, la délégation s'est retirée. Dans les tout prochains jours, le calendrier des hommages officiels sera connu, a annoncé le président de l'institution. Demain 16 juin 2022, le Bénin, à l'instar des autres pays africains, va célébrer la 32e édition de la Journée de l'enfant africain. À la veille des manifestations, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a adressé un message à la population. Et dans son adresse, Véronique Tony-Fodé a rappelé les actions du gouvernement béninois pour la protection de ces êtres vulnérables. Cette journée, faut-il le rappeler, a été instituée en 1991 par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en mémoire des centaines d'enfants massacrés lors du soulèvement du 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud, en réclamation de leur droit à l'éducation. Le thème de cette 32e édition est « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013 ». Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a choisi ce thème pour la commémoration de la JEA en 2022 afin de faire le point sur ce qui a été fait en matière d'adoption, de politique et de pratiques pour éliminer efficacement les pratiques néfastes affectant les enfants en Afrique. C'est donc l'occasion pour les gouvernements et les autres acteurs de marquer un arrêt stratégique sans pour autant arrêter les actions afin d'analyser les avancées pour de meilleures projections dans le futur. Au regard des difficultés qu'éprouvent certains acteurs en matière de protection de l'enfant relative à son application, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a entrepris la relecture de la loi numéro 2015/08 du 8 décembre 2015 portant Code de l'enfant en République du Bénin, avec l'ensemble des parties prenantes à la protection de l'enfant. Aussi avons-nous la loi numéro 2021/11
portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes, qui porte une attention particulière aux infractions commises à l'encontre des filles. Les pratiques néfastes privent les enfants, en particulier les filles, de leur enfance, de leur possibilité de déterminer leur avenir et menacent le bien-être des individus, des familles et des sociétés. Ces pratiques ont des conséquences négatives sur les enfants et sont susceptibles de causer des dommages physiques, psychologiques, économiques et sociaux, de limiter leur capacité à participer pleinement à la société ou à se développer et à atteindre leur plein potentiel. C'est au vu de toutes ces conséquences, face auxquelles nul ne saurait rester insensible, que nous sommes appelés à un élan patriotique pour préserver et sauvegarder le bien-être de ces êtres innocents que nous appelons l'avenir de la nation. Je voudrais enfin, à l'occasion de cette célébration, inviter chaque acteur de protection de l'enfant à communiquer avec les populations sur la nécessité d'abandonner ces pratiques au regard des conséquences néfastes sur nos enfants. Hier, c'était les donneurs de sang qui étaient à l'honneur à travers la journée mondiale du donneur de sang. La célébration permet justement de remercier les donneurs pour leurs gestes qu'ils font en donnant chaque fois de leur sang et aussi sensibiliser l'opinion sur la qualité du produit sanguin disponible dans les banques de sang. Au Bénin, les manifestations ont eu lieu à Ouida. Voici le compte rendu que nous propose Modeste Dossou-Togbe et Prudence Kousouran. C'est à travers une marche dans la ville de Ouida que les donneurs de sang ont sensibilisé sur l'importance de ce liquide précieux en cette 19e édition de la célébration de la Journée mondiale des donneurs de sang. C'est le moment pour la représentante du maire de Ouida et le préfet de l'Atlantique d'exprimer leur joie sur le choix porté sur la ville portuaire, tout en invitant la communauté à rejoindre le mouvement. Au nom de la population béninoise, mais plus précisément celle de Ouida, je remercie la première dame qui, par l'entremise de sa fondation, a mis à la disposition de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine un véhicule de collecte de sang totalement équipé. Il est donc impérieux que tous, autant que nous sommes, et chacun en ce qui le concerne, puisse faire preuve de solidarité en donnant son sang et en invitant toute la communauté à rejoindre le mouvement pour que plus jamais un patient ne perde la vie à cause de la pénurie de sang dans nos hôpitaux. C'est au tour du président de l'association des donneurs de sang de remercier tous les participants pour leur présence en invitant les autorités à prendre des mesures idoines pour le soutien et la prise en charge des donneurs de sang. Sans donner, je vous remercie très sincèrement parce que chacun avait déjà son programme du mois, de semaines et de jours. Je voudrais demander que le ministère fasse sortir une note de service, que dis-je, un arrêté pour le soutien et la prise en charge des donneurs. Quand il y aura pénurie de sang accrue, pas seulement dans un service de transfusion sanguine, mais dans tout le Bénin, le président de la République, comme vous le connaissez, il va demander à savoir mais qu'est-ce qui se passe. Dans sa prise de parole, le représentant du ministre de la Santé a rappelé la grande contribution des donneurs de sang dans l'approvisionnement du sang au Bénin. Donner son sang, un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies. Ce slogan attire une fois encore notre attention sur la notion de solidarité qui caractérise le don de sang et met en exergue notre devoir d'altruisme et de générosité envers les malades dans les formations sanitaires de notre pays. Je voudrais en cette occasion solennelle saluer avec beaucoup d'admiration nos chers donneurs de sang bénévoles pour leur altruisme. Vous contribuez, chers donneurs, par vos dons réguliers, à rendre disponible ce liquide précieux pour soigner efficacement les malades qui en ont besoin et sauver chaque année au Bénin plusieurs dizaines de milliers de vies.
Au cours de cette manifestation, les meilleurs donneurs de son de l'année 2021 ont été élevés au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite du son. Il se tient depuis ce lundi à Cotonou une conférence internationale des femmes pour l'évangélisation et la restauration de la dignité féminine. La dite rencontre qui est prévue pour prendre fin le 17 juin prochain vise à amener à une révolution comportementale en milieu féminin, juvénile et infantile. Et c'est une croisade qui réunit plusieurs participants venus de divers horizons. Mathieu Bocor, Estelle Vicho-Edo pour le point. Des femmes venant de plusieurs ministères pour l'évangélisation à une conférence internationale organisée par Teen Women and Children West Africa. Elles sont venues du Canada, des États-Unis d'Amérique, d'Afrique du Sud, du Congo, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali, du Togo, du Sénégal et du Bénin. Réunies dans ce temple en Moridia Fidjirosé de Cotonou, elles ont pour mission d'aider les femmes et les jeunes gens à sortir des situations de dépendance telles que l'alcoolisme, la drogue, la prostitution. Une conférence que salue l'invité d'honneur, Boniaï. Ce qui se passe en ce moment dans cet hôtel, AUTEL, dans cet hôtel de prière, depuis le matin, nous renvoie bien à la mission évangélique de Moïse. To the evangelical word of Moses. En direction de son peuple. Toward the Israelites. Et de sa restauration. And to the restoration of souls. La dite rencontre vise à l'émergence de nouvelles générations chrétiennes solidement enracinées dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le thème qui a fait objet de réflexion est tiré du livre d'Ésaïe chapitre 60, verset 1. Femme africaine, lève-toi et brille. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons vu que les femmes sont toujours à la traîne à cause des pesanteurs. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à travers ce verset, nous envoie en mission. Nous demande de nous lever et de briller. Parce que quand lui, il est venu pour les âmes perdues. Autre objectif, accompagner spirituellement, psychologiquement et matériellement les femmes et jeunes filles en situation de prostitution et les femmes victimes de violences. Ensemble, femmes africaines. So, together, women of Africa. Levons-nous. Arise. Pour gagner le monde entier pour Christ. Environ 300 participants s'engagent à évangéliser, à restaurer la dignité féminine, juvénile et infantile. Un défi qui ne peut être relevé sans la présence de Dieu. Voilà, la phase écrite du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2022 s'est achevée ce matin sur l'épreuve de mathématiques. Et dans l'ensemble, les candidats ont trouvé les épreuves assez abordables. Je vous invite à écouter quelques candidats interrogés ce matin par Jeannot Dopignon et Melvin Achabi. Bon, au niveau des compositions, c'était très bon. Mais à part la SVT, la partie qui était un peu chaude. Je suis sûr d'avoir le BPC. Tu espères avoir quelle moyenne? 15. Toutes les épreuves étaient trop faciles. Il n'y a pas d'épreuve plus difficile que ça. Dans toutes les matières, bon, à peu près 16, 17 comme ça. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Un peu l'histoire géo, à partir des ressources, la SA2, mais j'ai pu m'en sortir quand même dedans. En maths, ça a été très facile quand même. Oui. Je suis sûre et certaine de réussir à 100%. Bon, ça s'est très bien passé pour mon cas. Oui, toutes les matières étaient faciles. Aucune matière ne m'a créé des ennuis. Ouais, je suis sûre d'avoir la moyenne. Bon, j'espère avoir entre 15 et 16 mois. Les épreuves sont abordables. Ce qui m'a un peu secoué, c'est l'histoire géo. 10, 11. Oui, je suis sûre de réussir à mon examen. Depuis le début de la composition, les épreuves étaient abordables, sauf l'épreuve d'SVT qui était un peu compliquée. La mathématique était abordable. J'ai tout trouvé au fait. J'aurais fait sur 20. Ce mercredi, nous avions composé en mathématiques. C'était facile, très facile même. Les épreuves étaient bien faciles. Oui, je suis sûre de réussir. Mention très bien. Ok, les épreuves c'était abordable. C'était bon, c'était juste ce qu'on a fait au cours qui sont ressortis. Et c'était des épreuves, c'était bon. En mathématiques, on va dire qu'il y a quelques consignes qui étaient un peu difficiles, mais le reste c'était bon.
C'était les trucs du coup qui sont revenus, les cartouches du coup. Donc on a pu le faire. L'épreuve des SVT. Oui, la partie 1 a été... J'ai eu un peu de mal à pouvoir le comprendre. Mais à part ça, les autres épreuves, c'était... Les épreuves, ça s'est bien passé. Les épreuves sont bien abordables. On a bien composé. C'est cool quand même. Et l'histoire-géographie, la partie dissertation, le rôle religionnaire, ils ont demandé un truc du genre. La partie explication de texte, c'était bien abordable. Et en plus, nous avons en SVT, la partie 1, c'était pas du tout facile. Parce qu'ils ont demandé un truc de glucoserie, c'était pas du tout facile, mais c'est un peu abordable. Tous les épreuves ont été abordables, c'est super. Oui, la mathématique, ça a été super cool, c'est bien quand même. Oui, je suis sûre de réussir à mon examen. BPC 2022, c'est garanti. Je suis sûre de réussir à mon examen. Où en est le gouvernement dans sa politique de modernisation de l'administration publique et d'amélioration de la qualité de services offerts aux usagers? La ministre du Travail et de la Fonction publique a levé un coin de voile sur le sujet hier lors de son passage sur l'émission Gouvernement en Nation. Le point de ses explications ici avec Aziz Adam Souli. Améliorer la qualité des services offerts aux usagers et clients, mettre en œuvre des réformes et projets susceptibles de contribuer à la modernisation de l'administration publique, à la facilitation de la vie aux usagers et aux clients. Voilà autant d'ambitions clairement affichées par le chef de l'État Patrice Talon dans son programme d'action. Un an après son second mandat, soit après 6 années d'exécution, où en sommes-nous dans la réalisation de ces différents projets porteurs? Reçue sur le plateau du gouvernement en action, la ministre du Travail et de la Fonction publique Adidja Toumatis a décliné quelques axes. Au niveau du ministère du Travail et de la Fonction publique, nous avons la dématérialisation de la gestion de la carrière des agents de l'État. Vous savez, avant l'avènement du gouvernement de la rupture, les actes de carrière étaient pris manuellement et pris avec beaucoup de retard. Donc nous avons travaillé. Et pour compter de l'année 2018, nous avons procédé à la dématérialisation de la gestion des actes de carrière des agents de l'État. Désormais, ces actes ne sont plus pris manuellement. Ils sont pris, ces actes, dans un système appelé Système intégré de gestion des ressources humaines de l'État, généralement appelé SIGRH. Et sans attendre l'agent de l'État, il a son acte de carrière, bien évidemment. Et dès lors que l'acte est pris, il est transféré toujours par le système dont j'ai parlé tout à l'heure, le SIGRH, à travers l'interface mise en place entre ce système et son code du ministère des Finances. Donc, l'acte est transmis au ministère des Finances. Et sans tarder, l'agent de l'État titulaire de cet acte bénéficie du gain de salaire issu de l'acte qui a été pris. Entre autres innovations enregistrées dans ce département ministériel, celle de la remise des carnets de pension aux retraités. Par le passé, les retraités étaient obligés de produire 31 pièces à l'administration. Il y en a quand même délivré un certain nombre. Aujourd'hui, nous avons procédé donc à une réforme de la remise des carnets de pension et aucune pièce n'est désormais réclamée aux retraités avant qu'ils n'obtiennent son livret de pension. Je voudrais insister sur le fait que ceci a été possible grâce au centre d'anticipation du ministère du Travail et de la Fonction publique qui, dès 2017, a commencé à travailler sur la réhabilitation des archives et la numérisation des actes de carrière, surtout des actifs, c'est-à-dire des agents de l'État qui n'étaient pas à la retraite. Ce n'est pas tout, une batterie de réformes dans l'administration publique, tant au plan national qu'international, qui force l'admiration. Nous avons comme réforme la mise en place de mesures visant à préparer les cadres à assumer les hautes fonctions dans l'administration au niveau national et international. Le gouvernement a voulu mettre en place ce projet pour promouvoir les compétences béninoise, surtout à l'international. Et comment nous allons procéder? Nous sommes en train de rédiger déjà la stratégie qui nous permettra d'opérationnaliser la réforme, qui va consister à constituer une base de données de ces cadres pour pouvoir renforcer leur employabilité.
Et ce journal s'achève, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, sur Internet, vous pouvez nous suivre avec le www.etélébenin.com, sur Facebook, eTélé en direct, sur YouTube, eTélé Bénin, notre compte Twitter. Suivez-nous également avec l'identifiant eTélé Bénin. Suivez-nous en direct via l'application iOS et Android. eTélé Bénin, tout simplement. eTélé avec vous pour vous.